Les secrets du cerveau humain avec Annabelle Boyer. Bon début de semaine, Annabelle. Bon début de semaine à toi aussi. Ça a brassé la semaine passée. Ça a brassé parce que il y a des auditeurs qui ont décidé de nous quitter en plein milieu de la chronique. Je sais pas, mais quand on brasse un peu trop, je pense qu'il y en a qui se sentent... est-ce que ça se peut attaquer, se sentent concernés, se sentent frustrés? Je sais pas. L'ego a monté. Ça veut juste dire qu'il y a une blessure déjà bien présente qui s'est activée. Et pourquoi les gens s'en vont au lieu de régler? Parce qu'ils sont pas encore prêts, tout simplement. Et des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, c'est pas à ce moment-là que la blessure va être réglée. Ça va être un peu plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine, plus tard dans le mois. OK, une chance parce que nos émissions, nos chroniques sont disponibles en podcast. Oui. Alors, si jamais vous vous êtes frustré en plein milieu, eh bien, vous pourrez réécouter à tête reposée un peu plus tard. Des fois aussi, c'est beaucoup d'informations. Je donne souvent beaucoup d'informations durant les chroniques. Et des fois, les gens ont besoin justement de réécouter 2, 3, 4, 5, 6 fois avant de bien intégrer parce qu'ils vivent dans leur vie actuelle un élément qui est dérangeant, qui est déstabilisant, et la chronique parle exactement de cet élément-là. Et donc, à ce moment-là, quand on est touché directement, tu sais, par exemple, les chroniqueurs qui sont actuellement dans une relation toxique et qui savent que leur conjoint ou leur conjointe ment, mais qui sont pas encore prêts à mettre fin à la relation ou à aller chercher de l'aide professionnelle. Dans ce temps-là, c'est le genre d'information, comme le sujet sur la détection des mensonges, qui vient à ce moment-là bouleverser encore davantage ce qui est déjà abîmé à l'intérieur d'eux. Et à ce moment-là, ça va prendre un temps pour digérer une partie de l'information avant d'aller chercher davantage d'informations. Et tu vois, ces gens-là, quelque temps après, viennent me revoir sur mes propres chroniques sur les relations toxiques, par exemple. Et là, tout d'un coup, j'ai des vidéos, des capsules qui ont un boom sur YouTube sur des sujets qui sont souvent très proches du sujet qu'on a traité ensemble dans une de nos capsules. Ah, voilà. Eh bien, ça explique bien des choses. Sur une autre note, parce que j'ai reçu un commentaire que j'ai trouvé très très intéressant, je te l'ai même partagé lorsque je l'ai reçu. On m'a dit que tu étais intimidante. Et c'est vrai que ça peut avoir cet effet-là, mais moi, je t'ai rencontré en personne, et puis on se parle régulièrement. Je te trouve très sympathique, je te trouve même drôle. Sauf que, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir ce genre de commentaire-là? Oui, ça m'est déjà arrivé dans le passé, puis je te dirais que ça arrive à toute personne qui a suivi beaucoup de formations et qui assume pleinement les formations suivies. Donc, dès qu'on est quelqu'un qui est très formé, qui a beaucoup de diplômes et qu'on enseigne ce que l'on a appris et qu'on l'incarne, moi, les techniques, je les utilise sur moi et avec des tonnes de clients. Donc, les techniques, je les connais, je les maîtrise, je les vis toutes les semaines. Donc, inévitablement, j'ai confiance en moi parce que la confiance, ça se développe par la pratique. On peut apprendre plein de belles théories, mais si on les met jamais en pratique, on ne développe pas la confiance en soi. Moi, j'ai suivi beaucoup de formations en coaching de neurosciences, entre autres, coaching en hypnose, coaching en gestion des addictions, en activation du potentiel humain. Et à chaque fois, il y a toujours des participants qui, eux, suivent les formations, mais ne pratiquent jamais les techniques sur des vraies personnes en dehors de la formation. Et quand ils arrivent à la fin de la formation, ils manquent énormément de confiance en eux parce qu'ils n'ont pas pratiqué. Alors que moi, quand j'apprends une technique, dans les 24 heures qui suivent, je vais la mettre en pratique, je vais m'assurer de l'utiliser le plus vite possible et je vais l'utiliser en rafale, donc avec plusieurs clients dans les 2 semaines qui suivent. Donc, quand j'arrive, je suis convaincue et convaincante. Mais quand j'arrive devant des gens, évidemment, qui, eux, sont plus incertains dans leurs connaissances, dans leurs compétences, dans leur expérience, ou devant des gens
qui commencent à prendre conscience qu'ils ne sont pas sur leur X, qui sont pas sur leur chemin, qui sont pas dans leur mission de vie, ces gens-là peuvent être à ce moment-là ébranlés par des gens qui, eux, sont dans leur mission de vie. Alors, merci pour ces explications. J'espère que cette même personne est à l'écoute parce que ça explique bien des choses. En fait, sur nous-mêmes, pas. Ouais. En fait, ça dit que tu as de la confiance en toi et on devrait tous avoir de la confiance en soi, mais ça explique la position de la personne, pourquoi elle a vécu ça, pourquoi elle se sent intimidée par une personne. Moi, ce que ça m'a fait cette chronique-là, parce que depuis le début, là, c'est notre 8e chronique ensemble, Annabelle. Je trouve ça formidable et je te considère comme une intervenante qui rentre dedans. Oui. Qui est très direct. Et moi, j'adore ça parce que c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que j'aime ça. J'aime me faire brasser un peu. Puis, j'ai mis mon ego de côté. J'apprends bien de cette façon-là. Je sais que c'est pas tout le monde, mais ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai adhéré à cette méthode-là et c'est le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Assembourg. Ça, c'est très révélateur. Les gens sont, à mon avis, trop gentils, pas assez vrais. Trop gentils pour plaire, ne pas déplaire, pour pas se faire mettre de côté, pour toutes sortes de raisons. Dans le fond, garder leur famille, leurs amis. Mais ils pensent que c'est en étant gentils qu'ils vont conserver leur cercle d'amis, puis ils vont pas trop faire de vagues. Et moi, c'est le contraire. Plus j'ai des amis vrais, plus je les aime. Oui, et c'est normal. Puis en effet, c'est des formations. Ce livre-là de Thomas Ansbourg, Thomas Ansbourg, il donne aussi des formations, des ateliers sur la communication non violente, entre autres, dont on a déjà parlé. Oui. Et pour lui, de dire oui à quelqu'un d'autre, à une demande, alors qu'à l'intérieur, on voudrait dire non. Mais quand on dit oui à l'autre, on se dit non à soi. Voilà. Et ça, inévitablement, ça fait une accumulation de frustration. Une accumulation de sentiments que l'autre nous écoute pas, que l'autre répond pas à nos besoins, alors que nous-mêmes, on s'écoute pas, puis on répond pas à nos besoins. Et ça devrait être la base. Et souvent, les gens disent « Ah, moi, je manque de confiance en moi », mais ils oublient un élément important. L'amour de soi. Ah. L'amour de soi, ça implique d'être capable de dire non, même si ça déplaît à l'autre. Voilà. Ben, on a réglé les comptes, Annabelle. Non, mais ça fait du bien de dire les vraies choses. Et puis, j'ai été vraiment surpris parce que ça va super bien, cette chronique-là. Ça va vraiment bien. Puis là, je voyais plein de monde partir. Puis je me suis dit, bon, ça y est, on les a tous fait fuir parce que ça brassait. Je pense que c'est la chronique qui a le plus brassé et c'est la chronique la plus longue aussi. Ben, c'est sûr qu'après 2 semaines, on s'était ennuyé. Fait que on en avait des choses à dire. Et si vous voulez constater à quel point Annabelle est gentille et qu'elle est accessible, eh bien, tu seras à notre party. On va donner plus de détails où on va vraiment échanger avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, les auditeurs qui nous écoutent. Des fois, il y en a qui sont vraiment loin. Puis là, on va essayer de rassembler tout le monde lors d'un party que j'ai appelé notre party 2e anniversaire, Halloween, Noël, Jour de l'An, Pâques, parce que j'arrivais pas à trouver la date idéale. Et puis là, on va s'organiser pour vous informer de tout ça dans les prochains jours. Annabelle, on plonge tout de suite dans le sujet du jour. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de ce qu'on appelle l'effet placebo et des capacités d'auto-guérison de notre propre corps. Wow! Parce ça, là, que l'effet placebo, là, est-ce que c'est en plein dans les secrets du cerveau humain? Oui. Là? Parce que le cerveau, il travaille pendant ce temps-là. Là. tout le temps. Et il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur l'effet placebo et sur son contraire, que l'on appelle l'effet nocebo. Oui. Et de plus en plus de recherches sont faites en neurosciences pour mieux comprendre et on réalise que finalement, il y a beaucoup de techniques
que l'on utilisait en coaching, en développement personnel ou en spiritualité, qui donnaient des résultats et on ne comprenait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, avec les recherches sur l'effet placebo et l'effet nocebo, on comprend mieux et on comprend mieux ce qui se passe dans notre cerveau. Parce que ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années qu'on étudie l'effet placebo parce qu'on s'est rendu compte de façon un peu saugrenue, mais on s'est rendu compte que quand on prend un médicament, il y a une partie de l'effet bienfaiteur qui est due à au produit médicamenteux qui est dans ce qu'on est en train de prendre, mais il y a une grosse partie qui est due à notre croyance dans la capacité de ce médicament-là à nous soigner. Et on a donc fait des expériences, évidemment, surtout aux États-Unis. Il y a des expériences extraordinaires qui ont été faites, entre autres, sur une opération qu'on appelle la vertébroplastie. La vertébroplastie, c'est une opération que l'on va faire à des gens qui ont eu une fracture d'une vertèbre. Et quand il y a une fracture d'une vertèbre, ici au Canada, on va poser une longue tige avec des vis pour permettre aux morceaux de se ressouder. Le problème, c'est que la personne va rester avec cette tige et ces vis-là dans le dos pour le reste de sa vie. Ce qui fait qu'il y a des vertèbres qui n'auront plus aucune mobilité. Parce qu'évidemment, c'est fait en métal. Aux États-Unis, quand il y a des patients qui ont des moyens un peu plus élevés, on va faire ce qu'on appelle une vertébroplastie. On va prendre les deux morceaux de vertèbres, on va mettre un scellant entre les deux et on colle les vertèbres. Ça fait un peu le même effet que de la crazy glue. Okay. Donc, les deux morceaux se collent, ils refusionnent ensemble et on va simplement refermer ensuite. Mais on a pris cette opération-là et on a fait deux groupes. Un groupe qui subissait la vraie vertébroplastie, donc on les ouvre, on met le scellant, on recolle les deux morceaux, on referme. Et un autre groupe qui, eux, on les ouvre et on les referme. Donc, les gens pensent qu'ils ont eu une vertébroplastie, mais on n'a rien mis. On a juste recollé les deux morceaux manuellement, là, pour qu'ils se touchent. Et on a recousu, c'est tout. Et on a vérifié qu'est-ce qui se passe après. On a suivi, entre autres, le cas d'une madame de 70 ans qui jouait au golf, qui était encore très, très active. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la majorité des patients qui n'avaient pas eu de vertébroplastie, mais qui étaient sûrs qu'ils en avaient eu, guérissaient autant que ceux qui avaient eu la vertébroplastie. Wow! Parce que quand le cerveau il est convaincu que ce qu'il a eu va le guérir, le cerveau se met à produire lui-même tous les ingrédients nécessaires à sa guérison. Okay. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et on s'est rendu compte qu'une majorité de médicaments, quand on les donnait, ben en fait, si on remplace le médicament par un placebo qui est en fait un contenu c'est une pilule de sucre, quand on leur donne ça, ben il y a aussi une majorité de gens qui guérissent parce qu'ils pensent qu'ils prennent le vrai médicament. Donc, c'est pas qu'on leur donne pas quelque chose, on leur donne une pilule et eux pensent que la pilule, c'est le médicament qui leur a été promis. Et là, ils se sont mis à faire d'autres expériences. Un groupe à qui on donne le médicament, le vrai médicament, en leur disant « c'est un médicament extraordinaire ». Un groupe à qui on donne le placebo en leur disant « c'est un médicament extraordinaire ». Et un groupe à qui on donne le médicament, mais en leur disant « pas sûr que ça va marcher ». Mais on leur donne le vrai médicament. Okay. Les gens à qui on a donné le médicament, on a dit que c'était extraordinaire, ça fonctionne. Ils ont des effets secondaires liés au médicament, mais le médicament fonctionne. Il fait la job pour laquelle on a prévu. Les gens à qui on a donné le placebo, ça fonctionne, puis ils ont les mêmes effets secondaires que les gens qui ont pris le médicament. Ah oui? Parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils ont pris le médicament que quand ils reçoivent la petite feuille qui dit « vous avez une possibilité d'avoir les effets secondaires suivants », mais ils sont tellement convaincus qu'ils ont pris le médicament qu'ils développent des effets secondaires, mais qui sont liés simplement au tour que leur cerveau est en train de leur jouer. À la pensée, ouais. Exact. Et les gens à qui on a donné le vrai médicament, mais on leur a dit « oh, pas sûr que ça va marcher », un
taux de réussite en bas de 35%. Hi! Parce que là, c'est l'effet nocebo qui embarque. Je suis tellement pas convaincu que ça va marcher que mon cerveau va chercher à me donner raison. Et il y a un cas en particulier d'un monsieur qui a été beaucoup suivi et comme il a fait partie d'un protocole expérimental, ça nous a permis d'avoir beaucoup de données sur ce dossier-là. Le monsieur est atteint d'un cancer. Donc, il essaie les traitements habituels, chimiothérapie, radiothérapie, pas d'opération possible. Il est complètement découragé, il est sûr qu'il va mourir, son état se dégrade vitesse grand V. Son médecin, jeune médecin, lui dit « Il y a une recherche expérimentale qui est en cours. On pourrait voir si vous êtes admissible. » Parce que cette recherche-là donne vraiment des bons résultats et dans quelques années, probablement que les gens vont tous être traités de cette façon-là. Ça pourrait vous sauver la vie. Le patient est très encouragé, essaie la technique expérimentale et ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais il guérit. Et au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, il retourne chez lui et il est considéré en rémission. Wow! Mais là, il parle de cette expérience-là, de ce traitement expérimental, et il y a un de ses proches qui dit c'est juste des niaiseries, cette affaire-là, c'est même pas vrai. J'ai lu un article dans une revue qui dit que ça marche même pas, cette affaire-là. La maladie revient. Oh. Ça ne prend que quelques jours. Il revoit donc son médecin. Puis son médecin dit « Non, cet article-là, c'était de la merde. Voici un nouvel article qui démontre que ça fonctionne réellement. L'autre, au contraire, c'était biaisé. C'était fait par un concurrent qui voulait absolument détruire la nouvelle méthode. Mais ça fonctionne vraiment. Regarde les articles que je t'apporte. » La guérison revient. Il retourne chez lui. Encore guéri. Mais il y a encore un fatigant dans son entourage qui va encore lui dire « Ah non, ça marche pas ces affaires-là, c'est juste de la bullshit, c'est juste les grosses compagnies pharmaceutiques qui veulent faire de l'argent sur ton dos, ça peut pas marcher. » Et il retombe malade et cette fois-là, il en est décédé. Et on a vu à travers, parce que comme il était dans un protocole expérimental, on le questionnait surtout sur son sommeil, son alimentation, son stress, ses relations. Il remplissait des questionnaires continuellement et c'est comme ça qu'on a été mis au courant de tout le processus qui s'est produit dans sa tête. Donc, tant qu'il avait confiance, qu'il avait une foi vraiment forte dans le médicament, son corps produisait tous les éléments nécessaires pour le guérir. Mais dès que le doute s'immisçait dans son cerveau, la maladie reprenait sa place. Et c'est ça qui est difficile. Quand on veut guérir, c'est de réussir à détruire le doute dans notre cerveau. Parce que tant que le doute est là, ça veut dire que je continue de produire des hormones de stress et non pas des hormones et des neurotransmetteurs de guérison. Donc, le corps, il peut pas produire les deux. Comme je vous l'ai dit dans une chronique précédente, quand on est en période de stress, c'est comme si on a l'impression qu'on se fait courir après par un tigre à dents de sabre. On est tellement stressé qu'on est en mode vigilance. Et en mode vigilance, pour l'homme de Néandertal qu'on a déjà été, ben, ou bien on se sauve d'un prédateur, ou on est tranquille chez nous puis on a le temps de se guérir d'un rhume. Donc, dès qu'on est dans l'illusion qu'on est en danger, on est exactement comme si un prédateur nous courait après. Fait qu'entre sauver ma peau ou soigner un rhume, ben mon corps, il va dire « je vais sauver ta peau ». Donc, on est dans un mode de vigilance et pendant ce temps-là, on a peu de système immunitaire qui fonctionne. Donc, si on veut vraiment optimiser la façon de guérir toute seule du corps humain, ben, il faut qu'on réussisse à diminuer le stress, mais il faut aussi qu'on développe une foi inébranlable envers le traitement qu'on a. Puis évidemment, si on s'est rendu loin dans notre maladie et qu'on a développé un cancer, une maladie auto-immune, un diabète, des éléments qui sont sérieux et graves, mais là, évidemment, de dire « je vais me soigner juste par la pensée positive », ça ne marchera pas. On s'est rendu beaucoup trop loin dans le processus de maladie. Donc, c'est sûr que la médecine traditionnelle va être importante. Elle va être en parallèle. Mais il faut aussi travailler sur ce qui se passe dans notre tête.
les études démontrent que les gens qui ont une pensée plus constructive vont mieux passer à travers des traitements contre le cancer que les gens qui ont une pensée défaitiste. C'est ça que j'allais dire. Dans le fond, tout ce que tu dis explique pourquoi ça marche pour certaines personnes, mettons un tel traitement, et une autre personne va prendre le même traitement puis ça fonctionnera pas. Donc, on voit à quel point le cerveau, en fait, la pensée de l'être humain peut être puissante. Extrêmement puissante et très créatrice. Et on a beaucoup plus de facilité à créer dans notre cerveau de la douleur et de la souffrance plutôt que de la santé et du bonheur. Mais quand on a une foi inébranlable, quand on croit en la technique qu'on est en train d'utiliser ou en le traitement que l'on reçoit, notre corps, à ce moment-là, se met à produire davantage d'endorphines. Des endorphines, on en produit, entre autres, après avoir fait l'amour, après une activité physique. De l'endorphine, ben le mot le dit bien, c'est la morphine naturelle du corps. Donc, quand je produis de l'endorphine, ben la douleur diminue automatiquement. Et donc, quand on a des gens qui croient dans le traitement qu'ils sont en train de recevoir, ils augmentent la production d'endorphine, ce qui fait qu'on a une diminution drastique de la douleur. Et ça, on l'observe en quelques minutes, quelques heures. Donc, c'est très, très, très efficace. Et on a plusieurs essais cliniques qui le démontrent très bien. Mais on a aussi beaucoup d'essais cliniques qui nous démontrent les effets nocebo quand quelqu'un ne croit pas du tout dans le traitement qu'elle est en train de recevoir. Et c'est pour ça que le lien de confiance est particulièrement important. Il y a une recherche qui a été faite où on a demandé à des médecins, quand ils donnaient la prescription aux patients, il y a des médecins qui devaient le donner, simplement donner le papier puis plus ou moins s'occuper du patient, et d'autres, au contraire, où on demandait aux médecins de prendre le temps de discuter avec le patient, de prendre le temps de lui toucher le bras en lui remettant sa prescription. Et on s'est rendu compte que quand le médecin il va de façon plus bienveillante, plus attentive, et si en plus il touche le bras, ben le patient a plus confiance en son traitement, il prend le traitement au complet et il guérit mieux. Donc, la façon, la relation de confiance, la façon que le médecin va adresser aussi le traitement qui va lui être donné, ça va avoir un impact sur sa croyance en ce traitement-là. C'est quelque chose de tellement puissant qu'il faut s'y arrêter pour mieux nourrir ses pensées. Parce que c'est difficile à expliquer. C'est une expérience personnelle à chacun parce qu'on n'a pas tous les mêmes pensées. Donc, quelque chose s'applique pour un, ne s'applique pas pour l'autre. Donc, c'est important de s'analyser et de bien faire les choses là, au lieu de prendre n'importe quoi aussi. Faut faire attention. Oui, puis l'effet placebo est connu depuis longtemps. Puis aujourd'hui, quand on développe de nouveaux médicaments, quand on développe des nouveaux vaccins, on est obligé de tenir compte de l'effet placebo. C'est devenu un incontournable. Il y a des médicaments qui ont été retirés du marché parce que finalement, qu'on donne le médicament ou qu'on donne la pilule de sucre, on avait le même taux de réussite. Donc, ça ne donnait rien. Mais ça a permis de faire un certain ménage dans les médicaments qui étaient vendus et de voir ceux qui fonctionnaient réellement et ceux qui fonctionnaient simplement grâce à l'effet placebo. Fait que ça a été très bénéfique, toutes les recherches qui ont été faites sur l'effet placebo. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'être capable de les utiliser pour soi. Et c'est pour ça que quand on a quelqu'un qui souhaite augmenter ses capacités d'auto-guérison, évidemment, le faire par soi-même, c'est très difficile. Parce qu'on a toujours la petite voix critique dans notre tête. En hypnose, on va appeler ça le facteur critique. C'est la petite voix qui doute puis qui chiale en arrière-plan tout le temps. La petite voix qui nous dit « Oui, mais pourquoi ça marcherait cette fois-ci? Oui, mais tu as déjà essayé. Oui, mais tout ce que tu as essayé, de toute façon, ça n'a pas donné les résultats. Pourquoi celle-là, ça marcherait? » Cette petite voix-là qui continue tout le temps, mais elle nous empêche d'avoir une foi inébranlable dans la technique, dans le traitement, dans le médicament qui nous est remis. Et Comment on fait
Comment est-ce qu'il y a un truc pour faire taire cette petite voix-là, là, finalement, puis se concentrer sur le positif? Ben, l'hypnose, ça sert à ça. L'hypnose, c'est justement des techniques d'état modifié de conscience qui servent à contourner le facteur critique pour se rendre directement à l'inconscient. Fait que c'est pour ça que c'est très efficace et c'est pour ça, par exemple, que l'hypnose va être utilisée chez les dentistes pour ne pas être obligé de donner une piqûre, pour pas être obligé de geler avant de retirer une dent cariée ou avant de faire une réparation. Et ça fonctionne. On utilise l'hypnose aussi pour les accouchements. On l'utilise aussi pour des opérations mineures. Donc, l'hypnose arrive à contourner le facteur critique et arrive à bloquer le signal de la douleur qui n'est pas toujours utile. Donc, l'hypnose, c'est une bonne technique. Et dans les techniques qui fonctionnent bien aussi, moi, quand j'ai voulu me guérir de mon extinction de voix totale, puis que les médicaments ne fonctionnaient pas dans mon cas, puis on n'arrivait pas à trouver ce qui se passait, bien, une des choses que j'ai faites, c'est que je me suis mise à faire des méditations avec une Dream Machine. Là, pour ceux qui verront l'entrevue sur YouTube, là, c'est ça une Dream Machine. C'est une lampe qui a des programmes lumineux qui vont stimuler certaines aires cérébrales qui vont favoriser la guérison. Fait qu'évidemment, je prends un programme qui stimule ce que l'on appelle les ondes gamma, qui sont des ondes justement qui favorisent la guérison. Et je vais utiliser certains sons aussi, des sons qui stimulent aussi les ondes gamma, ou je vais utiliser le son Om, que je vais utiliser, que je vous ai déjà parlé dans une autre chronique, avec une musique particulière. Et à ce moment-là, j'utilise le programme et ça va le faire assez facilement. Et pendant le programme, ça fait ce qu'on appelle une saturation du cerveau. Il y a beaucoup, parce qu'on a les yeux fermés, évidemment, devant la lampe, et ça fait un effet de kaléidoscope. Ça fait, tu sais, un paquet de lumière qui apparaissent avec un paquet de mouvements. Fait que ça fait beaucoup d'informations visuelles à traiter, plus la musique ou le son Om. Et là, ça fait beaucoup d'informations auditive à traiter. On se concentre sur sa respiration en même temps pour tomber dans notre système nerveux parasympathique, où là, on augmente aussi nos capacités d'auto-guérison. Et évidemment, ben, il faut utiliser des techniques dans lesquelles on croit. La Dream Machine, je l'avais déjà essayé sur d'autres choses. Je savais que c'était bénéfique. Je savais que ça avait fonctionné sur des clients. Quand j'avais cette extinction de voix, je savais que j'avais des chances de réussir. Il y a d'autres techniques aussi qu'on utilise justement pour contourner ce facteur critique-là, qui sont des techniques de coaching particulières, mais il faut les faire avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui a l'habitude de le faire et avec quelqu'un en qui on a confiance. Moi, j'ai testé des coachs qui étaient abominables. Ah oui, ça arrive souvent. Vraiment mauvais. Ah, et j'en ai eu d'autres qui, au contraire, étaient excellents. Fait qu'évidemment, quand on a un coach, un thérapeute, un professionnel qui connaît, qui maîtrise ces techniques, ben là, on a plus de chances que ça réussisse. Le lien de confiance avec le coach, le thérapeute, le professionnel va, à ce moment-là, activer l'effet placebo. C'est certain. Si j'ai pas confiance dans mon coach, ben c'est l'effet nocebo qui va arriver. Et là, je vais me retrouver avec plus de problématiques que d'autres choses. Je veux juste revenir un peu sur l'hypnose, quand on a parlé il y a quelques minutes comme solution. L'hypnose peut aussi, si je me trompe pas, déprogrammer des pensées qu'on a récurrentes tout le temps, n'est-ce pas? Oui. En fait, l'hypnose, ça fait beaucoup de choses. Il y a des choses que ça ne fait pas, que les gens pensent que ça fait, mais ça fait beaucoup de choses. L'hypnose, à la base, ça sert à créer une autre réalité. C'est ça. Donc, l'hypnose, c'est très mauvais pour aller chercher des souvenirs. C'est pour ça, d'ailleurs, que la police ne l'utilise pas pour que les témoins aillent chercher des souvenirs, parce que les souvenirs, quand ils s'installent dans notre cerveau, ils s'installent avec des morceaux et c'est comme un casse-tête, un peu d'effet. Et si on prend l'hypnose pour aller chercher un souvenir, ben les morceaux dont on se souvient pas, ben l'hypnose va inventer quelque chose pour remplacer. L'hypnose, ça sert vraiment à créer. Donc, quand j'ai quelqu'un qui, par exemple, a une phobie, je vais utiliser l'hypnose, mais pas pour aller guérir. Je vais utiliser l'hypnose pour augmenter la confiance en soi ou augmenter le
calme. Donc, je vais aller créer dans l'esprit un sentiment très puissant de confiance ou de calme. Et ça va venir calmer des problématiques. Mais je peux aussi utiliser des protocoles. Si, par exemple, j'ai une personne qui est intimidée par une autre, qui a peur de cette personne-là, je peux utiliser un protocole qui s'appelle le tigre intérieur, où la personne va avoir l'impression, va avoir le sentiment de fusionner avec un tigre très puissant et donc d'intégrer la puissance du tigre. Et à ce moment-là, elle a vraiment le sentiment d'avoir une confiance incroyable et d'être capable de faire face à l'autre personne de façon adéquate. Donc, l'hypnose, ça sert à créer de nouveaux états, ce qui veut dire qu'on peut créer des pensées plus constructives, créer des croyances beaucoup plus intéressantes et créer aussi dans notre esprit des facettes de notre identité beaucoup plus consolidées. Fait qu'inévitablement, ça va éliminer des pensées négatives, éliminer des croyances limitantes, éliminer ou amoindrir des identités saboteuses. C'est très, très intéressant, ça. Je t'en parlais, j'insistais sur l'hypnose parce que c'est comme ça que moi, j'ai déprogrammé certaines pensées qui sabotaient ma vie. C'est une thérapeute qui utilisait cette méthode-là. Et tu vois, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui remonte par le discours d'un de mes amis, puis que je reconnais que j'agissais comme ça n'existe plus. C'est dans ma réalité à moi. Alors, je trouve ça formidable. Et ces temps-ci, grâce à ma cousine Mélanie, je découvre le quantique et j'expérimente le quantique. Quand on te suit sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que tu lis beaucoup, Annabelle. Je sais pas comment tu fais pour lire autant de livres. C'est assez impressionnant. Merci. Je viens d'en recevoir un qui s'appelle « La vie repensée ». Et ça, je le trouve merveilleux. C'est quand la science quantique et la spiritualité se rejoignent, le bonheur se matérialise. C'est des conférenciers que j'ai vus même au dernier salon de l'éveil. Pas le dernier, l'avant-dernier salon de l'éveil de Cathy Tropiano. C'est Gaétan Brouillard et Philippe Brouillard. C'est père et fils. Je sais pas si tu as vu cette conférence-là parce que tu y étais toi aussi à ce salon de l'éveil. Alors, je trouve ça formidable. Je suggère cette lecture-là. Et sur une autre note, parce que en ce moment, je m'amuse, ce sont deux sujets complètement différents. Je suis passionné par l'Alliance des ténèbres. Non, mais chers amis, c'est surprenant parce qu'on est habitué de parler avec Annabelle de neurosciences, mais tu es aussi écrivaine de romans. Oui. Et c'en est un particulier, ce roman-là, parce que c'est un fait vécu. En fait, c'est basé sur des faits réels. Oui. Et ça se prête bien, cette lecture-là, en ce moment, parce que il y a des faits... surnaturel, ça traite de paranormal et comme on est dans la période de l'Halloween, de l'automne, je trouve que c'est une lecture parfaite. Qu'est-ce qui t'a inspiré ça, Annabelle, ce roman-là? Ben, en fait, je me suis toujours intéressée au paranormal. Ça a toujours été un sujet passionnant pour moi. Passionnant parce que comme tous les enfants, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans mon garde-robe, quelqu'un derrière la porte, quelqu'un en dessous de mon lit. Ça, à peu près tous les enfants passent par là. Mais après ça, il est arrivé d'autres expériences étranges que je n'arrivais pas à expliquer. Et moi, j'ai fait mon cégep en sciences. J'ai fait un bac en génagogie, qui est un mélange entre de la psychologie et du management. Et j'ai fait une maîtrise en administration. Donc, je suis dans le très rationnel, logique et structuré. Oui. Mais il y a des éléments que je ne pouvais pas expliquer. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Christian Page, que j'ai lu ses livres, que je suis allée à des conférences et que finalement j'ai participé à des émissions avec lui à sa demande. Et à ce moment-là, mais évidemment, je me suis encore plus intéressée au paranormal. Mm-hmm. Et moi, j'habite à Blainville et en discutant avec l'historien de la ville de Blainville, Martin Rogers, j'apprends qu'il y a eu un grave accident d'avion 7 jours après l'assassinat de John F. Kennedy, donc sur le territoire qui aujourd'hui est sur la ville de Blainville. Et j'avais pas beaucoup d'informations. Je suis allée rencontrer Martin à plusieurs reprises et j'avais envie d'écrire un autre roman parce que j'avais déjà écrit Le Lac des Loups, j'avais écrit L'Ange gardien du samouraï, mais là j'avais envie d'aller du côté du paranormal de façon plus intense.
Et j'ai décidé de prendre cette base-là, cet écrasement d'avion-là. On a quand même 118 personnes qui sont décédées. Et quand l'écrasement a eu lieu, c'est une vis sans fin qui a mal fait son travail. Et l'avion ne s'est pas écrasé de façon diagonale. L'avion s'est écrasé en piqué. Donc, au moment de l'impact a tellement été intense que l'avion s'est complètement désintégré. Ce qui fait que les gens qui étaient à l'intérieur ont non seulement été tués sur le coup, ils ont été démembrés. Oh. Et donc, c'est des morceaux plus ou moins reconnaissables qui ont dû être ramassés au fil du temps. Et il y a des citoyens qui sont accourus, puis comme c'était au mois de novembre, ben c'était marécageux, boiteux, avec un peu de neige. Les gens marchaient là-dedans et essayaient non pas d'aller prêter main forte, parce qu'évidemment, il n'y a aucun survivant, ils essayaient d'aller voler des objets. Et il y a une dame qui a essayé de retirer une bague sur une main, qui était en fait une alliance. Elle a essayé de partir avec. Et il y a un policier qui est arrivé sur les lieux et quand il a vu le pillage qui était en train d'avoir lieu, il a tiré dans les airs pour faire fuir les citoyens. Et quand on m'a raconté cette histoire-là, ben, je me suis dit, je pars avec ça. Je pars avec cette bague-là, cette alliance-là que la dame a voulu voler et je bâtis une histoire avec ça. Et comme il est arrivé plusieurs incidents au fil du temps, je me suis dit, je prends tous les incidents un peu étranges qui sont arrivés et je me construis une histoire. Et j'ai fait appel à un personnage que j'avais déjà dans L'Ange gardien du samouraï, qui est Catherine Deschaines, et ses 2 enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Donc, Catherine Deschaines, j'ai fait apparaître ses 2 enfants et j'ai bâti l'histoire autour de 2 enfants qui sont avec un 3e enfant, qui vont se rendre dans une maison abandonnée et qui vont faire des découvertes qui vont les transformer pour le reste de leur vie. C'est vraiment fascinant. Et ce qu'il y a de particulier aussi, là, c'est qu'il y a des photos aussi à l'intérieur, des photos d'archives pour illustrer ce que tu es en train de nous dire. Alors, je le trouve vraiment intéressant. L'Alliance des ténèbres, basée sur des faits réels, c'est aux éditions Béliveau et c'est un roman d'Annabelle Boyer. Elle est très talentueuse, cette Annabelle. Alors, merci beaucoup pour cette belle chronique. Annabelle, c'est très intéressant ce que le cerveau humain peut faire. On a la possibilité de s'auto-guérir si on arrête de se saboter et puis si on prend soin de nos pensées. Oui. Puis je te dirais que si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent lire les livres de Bruce Lipton. C'est un docteur en biologie cellulaire et il est fait en français. Je vais t'en montrer au moins un. La biologie des croyances. J'en ai un autre qui peut être intéressant. Évolution spontanée. Donc, c'est 2 livres de Bruce Lipton très, très, très intéressants. Sinon, je vous suggère évidemment les livres de Joe Dispenza. Il y en a un spécifiquement sur la guérison. Le placebo, c'est vous. Mais il y a aussi les techniques du docteur Frédéric Sandman, La santé devant soi. Il y a plusieurs livres. Là, j'en ai sorti juste un, là, mais je pense que juste chez nous, j'en ai 4 ou 5. Quand je vous disais qu'elle lisait beaucoup, Annabelle, oui, ben voilà. Il y a la docteure Nadia Wolf, qui est elle est acupunctrice et elle montre les points de pression qui peuvent aider la guérison. Vous avez, oui, évidemment, ce livre-là, Le corps n'oublie rien, super intéressant sur l'impact des traumatismes. Je vous suggère aussi Christopher Lacquière, Guérir l'impossible. Encore une fois, on va vous parler de l'effet placebo. Vous avez Devenez super conscient du docteur Joe Dispenza, où on va vous parler beaucoup de l'effet placebo. Mario Beauregard, Un saut quantique de la conscience, où on va vous donner aussi beaucoup de données. Puis évidemment, le mien, Libérez-vous de votre passé, accédez à votre puissance, où je vous parle aussi de l'effet placebo. Donc, c'est plein de livres qui vont vous donner des détails, des recherches scientifiques et des outils pour mieux l'utiliser. On en a pour toute l'année à venir avec toutes ces suggestions-là. Merci beaucoup, Annabelle. Si on veut te consulter ou en savoir plus sur les sorties de livres que tu as, on peut consulter ton site internet annabelle-boyer.com. Et on se retrouve lundi prochain pour d'autres secrets du cerveau humain à Radio Unicité. Merci, Annabelle. Bonne semaine. Merci beaucoup.